bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Comment atteindre la parité dans les instances de gouvernance. Euh, Quelques petits mots d'introduction. Peut-être Nathalie, si tu peux passer à la slide suivante. Hop, très bien. Alors, l'égalité femmes-hommes constitue un idéal de justice et d'émancipation et intrinsèquement, ce sont des valeurs qui sont au cœur des valeurs portées par les structures de l'ESS. Néanmoins, l'ESS, même si elle est l'économie la plus féminisée, entre guillemets, avec 68% de femmes salariées, l'ESS n'échappe pas aux inégalités femmes-hommes présentes dans l'ensemble du marché du travail et même plus largement dans la société. On observe donc également dans l'ESS une forme de ségrégation des métiers, des inégalités salariales, un plafond de verre certain, une précarité de l'emploi des femmes. Donc ESS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire et qui représente l'ESS auprès des pouvoirs publics, travaille donc à ce sujet, notamment en lien avec les membres de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur de l'ESS et mène des actions pour promouvoir et rendre visible le sujet de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS. Et notre souhait, c'est d'essayer également d'accompagner les réseaux et structures de l'ESS à monter en compétences sur le sujet. Cette année, petite parenthèse, cette année, nous nous investissons notamment beaucoup sur le sujet de l'égalité femmes-hommes via le projet de matrimoine de l'ESS, donc que nous avons lancé, qui vise à valoriser, enfin à retrouver la mémoire des femmes qui ont contribué au développement de l'économie sociale et solidaire, valoriser leur parcours. Et c'est un projet qui comporte plusieurs volets. Il y aura notamment un ouvrage historique qui paraîtra fin 2022 portant sur les figures féminines de l'ESS depuis 1830, rédigé par Scarlett Wilson. Tous les mois, nous diffusons également des portraits numériques de femmes qui travaillent actuellement dans l'ESS et nous réalisons des outils pédagogiques sur la question avec l'ESPER. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet de la parité donc, dans les instances de gouvernance. Qui est un sujet qui nous paraît particulièrement important puisque la parité dans les instances, c'est en soi un outil pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ESS. C'est un outil qui ne suffit pas en tant que tel à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes en l'ESS, mais c'en est un outil fondamental et important. Puisque même si on observe qu'il y a beaucoup de structures de l'ESS qui tendent vers la parité, il demeure qu'il y a encore beaucoup de freins et je vais vous citer quelques chiffres. Aujourd'hui, parmi les membres de conseil d'administration de structures de l'ESS, on compte 45% de femmes, donc on est en dessous de 50%, et on a seulement 37% de structures de l'ESS qui sont présidées par des femmes. Donc ces deux chiffres sont assez significatifs du chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre la parité dans les structures de l'ESS. Donc nous avons mis en place ce webinaire qui est pensé comme un temps privilégié de discussion et d'outillage, pour permettre à chacun et chacune de progresser sur la question. Et on ancre ce webinaire autour d'une expérience réussie qui est celle de la CRES Nouvelle-Aquitaine qui est parvenue à atteindre la parité dans ces instances de gouvernance. Et donc, pour discuter de ces sujets, nous avons deux intervenantes. Merci beaucoup à elles de s'être rendues présentes et disponibles pour cet échange. Donc, nous avons en premier lieu Mélanie Thuillier, qui est co-directrice de la CRES Nouvelle-Aquitaine, et Elisa Bralet, qui est l'ancienne présidente de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur de l'ESS. Et je m'appelle Pauline Rofas, je suis chargée d'affaires publiques au sein de ESS France, et donc je vais animer notre échange aujourd'hui. Sans transition, je vous propose donc de commencer par le retour d'expérience de Mélanie Thuillier. Donc Mélanie
La crèche Nouvelle-Aquitaine a donc une expérience réussie en la matière, puisqu'elle est parvenue à atteindre la parité dans ses instances de gouvernance. Mélanie, je vais avoir plusieurs questions à te poser. Et la première, c'est est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique des actions en matière d'égalité femmes-hommes dans la crèche Nouvelle-Aquitaine, même au-delà du sujet de la parité, en fait, comment vous avez mis en place un environnement qui soit aussi favorable au sujet de l'égalité femmes-hommes dans la crèche. Et donc, quels ont été les constats de départ aussi qui ont amené à la démarche que vous avez entreprise par rapport à la parité? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, nous, en Nouvelle-Aquitaine, donc déjà pour rappeler, on est historiquement une crèche qui est le fruit d'une fusion de 3 anciennes crèches, donc sur une grande région, donc 3 crèches qui fusionnent, c'est un terme Alors, d'organisation. Ah, ouais, ton micro a un tout petit peu sauté, mais c'est bon, reprends, vas-y. là, tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais. Du coup, oui, je disais, on est donc une grande région, 3 crèches, donc des enjeux de gouvernance, enfin de construction d'une gouvernance nouvelle, donc à partir de 2017, important. Donc le sujet de l'égalité, est arrivé, était déjà un peu présent, dans nos crèches, mais plus fortement à partir de 2017 au moment de la fusion, avec, une volonté, de dépasser peut-être, cette question, uniquement de l'égalité, mais de représentativité dans nos instances, qu'elle soit, la représentativité des familles, des territoires et de la parité. Mais j'y viendrai peut-être plus en détail, après. En tout cas, on avait ces enjeux-là qui ont été posés, dès le départ. Et puis, à côté de ça, des choses qui venaient, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes, nous interpeller, notamment, des statuts harmonisés au sein du réseau des crèches qui, dans les statuts, encourageaient à tendre vers. Tu l'as dit en intro, je pense qu'on pourrait y revenir sur cette expression du tendre vers. Tendre vers l'égalité, enfin tendre vers la parité dans nos instances, et puis aussi une volonté, portée par, nos gouvernants successives, de traiter ces questions-là. Alors notamment via, une formation des salariés. Donc l'ensemble des salariés a été, formé, par, Lisa Plaintel qui était à l'époque la chargée de mission, égalité femmes-hommes du CNCRES, qui était notre tête de réseau, des CRES. Des interventions en assemblée générale, en conseil d'administration sur ces sujets-là. Et puis, des actions, très, tournées vers nos adhérents et adhérentes, notamment autour du forum de l'ESS de New York que nous organisons tous les 2 ans, où il y a un parcours égalité femmes-hommes, depuis donc 2 éditions. Et puis, un réseau égalité, animé sur certains territoires, et puis des actions, notamment un gros travail sur notre communication, pour avoir une communication non genrée. Enfin voilà, des choses qui avancent en tout cas dans nos pratiques, depuis déjà quelques années. Mais effectivement sur, le déclenchement, qu'est-ce qui fait qu'en 2021, plus que d'habitude, on se remet cette question-là à l'ordre du jour? Déjà parce que c'est une année élective 2021, puisque dans nos statuts, on a des élections tous les 2 ans, et que depuis 2017, on se rend compte que le tendre vers, ça ne marche pas. Voire même des fois, on se rapproche, mais presque par hasard, j'ai envie de dire. Et puis au fur et à mesure, du mandat, on a, des femmes qui ont été élues administratrices, puis qui, pour des raisons X ou Y, quittent leur mandat et qui sont remplacées par des hommes. Donc on se retrouve en fin de mandature avec finalement une parité, pas du tout atteinte. Donc le président de la CRES cette année, enfin en 2021, enfin le CA d'ailleurs, décide de remettre ce sujet de la parité, en se disant: «On va sur une année élective, comment on remet ce sujet à l'ordre du jour pour ne plus tendre vers, mais y arriver?» Sachant que ce que je disais, juste avant, c'est que, on avait donc, nous, trois niveaux de représentativité espérés au niveau du conseil d'administration. La première, ce que j'évoquais, c'est, les familles de l'ESS. Donc ça, les statuts des CRES nous le permettent déjà, puisqu'on a des collèges par statut. La deuxième, 2e enjeu est un enjeu de représentation territoriale. On est une grande région de 12 départements, très vaste.
Bon, bah, ça, le tendre vers la représentativité territoriale, ça marche. Comme quoi, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais du coup, quand les candidats et les candidates aux élections chez nous candidatent en précisant de quel territoire ils viennent, même si parfois ils sont des têtes de réseau, donc ils ont une représentation régionale, mais quand même, on vote aussi parce qu'ils sont bah, de Corrèze, de Creuse, de Dordogne ou de Gironde. Et puis le troisième enjeu était donc, je l'évoquais, celui de l'égalité, de la parité dans nos instances. Donc ça, effectivement, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, donc le sujet arrive comme ça en 2021 en disant, bah, on relance, on a une commission statut qui a vocation à préparer les assemblées générales et c'est au sein de cette commission statut qu'on décide de réfléchir à, la manière, d'avancer sur ces questions de parité et d'y arriver. Donc c'est cette commission qui se saisit un peu de ce sujet et qui va travailler sur, des scénarios. Peut-être ce que j'ai pas dit dans les éléments d'introduction de constat, c'est que, bah, on a eu, en alternance depuis 2017 un président, une présidente, un président. Mais pareil, forcément encouragement à ce que, on ait des femmes qui se présentent, à ces postes-là, mais sans que ça soit vraiment quelque chose de poussé. Ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était ces personnes-là qui à un moment, candidataient. Mais et un bureau avec, aussi une représentation, à peu près équilibrée de la parité, mais quand même un constat global qu'on n'était encore pas complètement à l'objectif. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments d'explication. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur concrètement les règles que vous avez mis en place, les évolutions donc de vos statuts qui ont permis d'atteindre la parité? Ouais, alors en fait, la commission a réfléchi autour de 2 scénarios. Donc le premier scénario est celui, qu'on connaît aujourd'hui dans les collectivités, qui est celui de la candidature en binôme. Or, nous, on a la particularité, on a fait un choix, dans notre CRES, alors qui est partagé dans d'autres CRES, mais pas dans toutes, qui est que, donc on a des collèges avec des titulaires et des suppléants, qui est que les titulaires et les suppléants sont issus de structures différentes. Donc, là où ça aurait pu être cohérent, d'avoir une réponse en binôme, c'était si on avait, ben, un binôme titulaire et suppléant qui se présentait. Donc là, ça facilitait la possibilité de permettre à une femme et un homme de candidater. Or nous, là, sur ce scénario-là, alors il nous permettait d'atteindre une parité relative parce que, malgré tout, s'est posé la question de dire, bah, en fait, si on a des binômes qui se présentent et que, les titulaires sont tous des hommes et les suppléantes toutes des femmes, certes, on a un CA paritaire, mais dans la gouvernance et les choix et les élections, est-ce que vraiment il l'est? Bah, non, la réponse est non. Et puis en plus, nous, on rajoutait la difficulté que les structures se connaissent pas toujours en amont, donc pour pouvoir répondre en binôme, ça demandait quand même une mécanique un peu lourde. Le deuxième scénario qui a été proposé, qui est celui qui a été retenu est, le fait d'avoir des postes genrés. Donc en fait, aujourd'hui, dans nos instances, on a des postes hommes et des postes femmes. Donc dans chaque collège, on a, par exemple, dans le collège, le premier collège qui est le collège coopératif, on a, sur les postes titulaires 3 postes hommes, 3 postes femmes et pareil sur, les postes suppléants. Et du coup, avec aussi, la règle que, quand on candidate donc à un poste homme ou un poste femme et on doit garder le même genre pendant toute la mandature. C'est-à-dire, une femme qui serait élue en début de mandature, si elle est remplacée en cours de mandat, elle est remplacée obligatoirement par une femme ou alors le poste reste vacant jusqu'à l'élection suivante ou, voilà la période élective, suivante. Mais du coup, avec, l'importance d'être fidèle et de respecter en fait ce cadre, de poste genré. Voilà donc comment on est arrivé à ça. Alors avec la particularité de certains collèges où on a des nombres de sièges impairs, où là, bah, on applique les règles qui sont celles, usuelles, à savoir, une différence, qui ne doit pas dépasser 1 entre les hommes et les femmes. Et puis avec une volonté quand même, même sur ces postes, sur ces collèges, à postes impairs, de se dire: «Bah, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre aussi vers des postes pairs pour qu'on assure aussi, même sur ces collèges-là, une parité parfaite?» Donc, c'est ce scénario qui a été proposé au conseil d'administration, précédant les élections et qui a été, celui qui a été retenu, heu, après un peu de débat et de discussion, bien entendu.
Justement, à ce propos, les débats et discussions, est-ce que tu peux nous parler peut-être des freins que vous avez identifiés au cours de ce processus-là? Est-ce que vous avez fait face à des obstacles que vous avez dû surmonter, voilà, pour, aboutir, cette démarche? Quels éléments vous avez, enfin, quels arguments vous avez employés pour convaincre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, là-dessus? Ouais. Alors, forcément tout le monde, était d'accord au départ, donc on peut dire que globalement, officiellement zéro frein puisque, personne s'est dit: «Ah non, je suis contre la parité dans les instances». Enfin voilà, ce serait complètement, déconnecté, oui, ce que j'ai pas dit aussi, dans les éléments aussi, d'intro, c'est que dans notre projet politique, on a posé la question de l'exemplarité de la Crèce auprès de ses membres. Donc forcément, comment parler égalité, femmes-hommes, comment parler parité, dans les instances, quand soi-même on s'est pas appliqué cette règle-là, ça nous paraissait quand même, un peu incohérent. Toujours est-il que donc en conseil d'administration, bah, plutôt une volonté d'aller vers ça, mais effectivement des freins. Alors je passe les premiers freins qui ont été des freins plus, légaux en disant: «Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit, de genrer des postes?» Bah, du coup on s'est dit, «On va s'assurer qu'on a le droit, mais on va quand même le faire parce qu'il faut qu'on avance». Donc tant pis si on se frotte un peu à la réglementation, bah, peut-être que ce sera l'occasion, bah, d'avoir aussi un plaidoyer, autour de ça et d'avancer sur ces questions-là. Et puis, bah, des freins, exprimés par certains, du coup je vais genrer l'expression, par certains sur, «Ça va jamais marcher», enfin voilà une posture un peu négative autour de ça en disant, les structures: «Ah bah oui, mais là, c'est vrai que dans les ça» on demande aux structures, souvent, c'est plutôt des volontaires au sein des structures qui se présentent ou des gens qui sont déjà engagés, sensibles à ces questions de l'ESS qui viennent candidater à la CRES. Parce que c'est vrai que s'engager dans une tête de réseau comme celle de la CRES, c'est, connaître un peu de quoi on parle, s'investir aussi, parfois être là pour porter des projets politiques un peu forts. Donc, en gros, c'est, dans le discours, dans les freins, il y avait, bah, oui, mais là, du coup, on ne fera plus appel à des volontaires, mais à des gens à qui on va demander d'être là. Bon, ça nous, on s'est dit: «Mais ça va aussi peut-être permettre à certains ou certaines en l'occurrence, qui osaient peut-être pas y aller, bah, du coup d'y aller ou en tout cas de pouvoir aussi, au sein de leur structure, se proposer», ce qui était, peut-être qu'on leur proposait même pas avant. Donc voilà, ça fait partie des freins qui ont été exprimés. Hem En tout cas, nous, le ressenti qu'on a eu, c'est que globalement, tout le monde avait envie d'y aller. Heu, les freins que j'ai exprimés là, bon, qui ont fait débat quand même, hein, mon président a dû quand même pas mal, soutenir. En fait, faut y aller en se disant: «Je vais pas lâcher», en fait, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Heu, on l'a soutenu pour ça, bien sûr, mais c'est vraiment ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est dit: «En fait, il y aura pas d'obstacle, en fait, enfin, il y a aucun frein qui sera, suffisamment important. Au pire, on va échouer, en fait, mais bah, si on échoue, tant pis, on retentera autre chose différemment et cetera, mais à un moment, il faut qu'on avance», et c'est vraiment, dans cet état d'esprit qu'il y a été en se disant, «Quoi qu'il arrive, aucun frein ne sera suffisamment important ou alors vraiment quelque chose, en tout cas, ce qui était, que j'ai exprimé là, en fait, n'en étaient pas, ne nous ont pas semblé suffisamment importants pour ne pas continuer d'avancer. On a fait un gros travail quand même aussi, de préparation, enfin d'information auprès des adhérents et des adhérentes, enfin des futurs administrateurs, administratrices, y compris des adhérents qui allaient voter. Donc on a envoyé une note à tous les adhérents, leur, précisant un peu les nouvelles règles. Aucun retour, enfin on n'a jamais, les débats, ils ont plutôt été en conseil d'administration. À partir du moment où on a adopté, la règle, heu, quand on a commencé à informer les membres, quand on a commencé à communiquer sur ce choix, à aucun moment on a un adhérent qui s'est manifesté en disant: «Bah, ça me convient pas cette règle, je» voilà, on n'a eu voilà, aucun frein, secondaire, j'ai envie de dire plutôt, de nos adhérents qui du coup eux n'avaient plus le choix puisqu'on avait décidé de le mettre en œuvre. On a toujours le choix, mais de ne pas voter, par exemple. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas ressenti du tout, quand on a commencé à communiquer largement dessus. Au contraire, on a plutôt, senti voilà, que c'était, bien apprécié, plutôt même encouragé. Donc ça nous a, confortés dans l'idée qu'on avait fait le bon choix.
Et on s'était quand même mis, nous, dans une posture d'accompagnement plus plus sur ces élections pour accompagner, bien sûr, les candidats et les candidates, les structures qui souhaitaient candidater, à le faire en connaissance de cause. Merci beaucoup. Bah, je retiens notamment que, si on présuppose à la base que la démarche ne va pas fonctionner, forcément, cela ne peut pas marcher et c'est assez fort ce que tu as dit sur le côté, au pire, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, on va entreprendre la démarche, et essayer d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le bilan? Alors je sais que c'est un bilan, presque à chaud puisque ça fait relativement peu de temps que vous avez mis en place cette évolution, de dans vos statuts, mais est-ce que voilà, tu peux nous faire un petit bilan à court terme, peut-être les éléments qui t'ont étonné, Mmh, éventuellement et quelles perspectives vous tracez, dans l'objectif d'aller plus loin? ouais. Alors le bilan pour à court terme, il est, bah, donc c'est une réussite, donc on ne s'est pas trompé, on a bien fait de faire ça, puisqu'on a une parité parfaite dans nos instances, y compris dans notre bureau, puisque derrière, il y avait une élection de bureau qui avait lieu et du coup, bah, les gens ont aussi voté, le bureau, en ayant ça en tête, hein, 6 postes hommes, 6 postes femmes, donc enfin, oui, c'est ça, 6 postes hommes, 6 parce qu'on a 12 représentants au bureau. Donc on est plutôt satisfait, très satisfait même de ça. On a modifié nos statuts pour y ajouter en fait ces modifications statutaires. Ça a été voilà, accepté, félicité. Donc plutôt à court terme, on est assez content de ça. Après, mon rapport d'étonnement, il va être à plusieurs niveaux. Le premier est que, je l'ai un peu dit dans les débats dans le CA, moi j'étais un peu étonnée alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est on a une administratrice qui est référente sur ces questions d'égalité et qui du coup, faudrait que je débriefe avec elle plus en amont, enfin elle et les autres femmes, qui du coup sur ce temps de débat ont laissé, vraiment mon président à la manœuvre en fait de ça qui pourtant sont des femmes très militantes, très engagées et qui ont pourtant laissé faire. Alors finalement, peut-être que, à froid, à chaud, moi, j'avais été un peu étonnée, parce que moi, par contre, qui n'étais pas administratrice, j'avais à l'intérieur, j'avais envie de réagir, mais je ne pouvais pas. Mais, du coup, j'avais été un peu étonnée que, finalement, elles ne s'emparent pas plus du sujet que ça. Alors, elles s'en sont emparées avant, hein, c'est elles qui ont emmené ça sur la table et cetera, mais que dans le débat, elles y étaient un peu moins. Et en fait, peut-être qu'à froid, je me dis: «Bah, finalement, c'est pas plus mal» parce que du coup, ça a pas été qu'un combat de femmes. En fait, c'était vraiment, un projet de gouvernance et que, peut-être que c'est aussi ce qui fait que ça a permis que ça passe, finalement de manière assez fluide. Donc ça, c'est un 1er étonnement. Le deuxième étonnement, mais là, du coup, ça renvoie à notre, événement d'aujourd'hui, c'est que, c'est la première fois qu'on me sollicite pour faire heu, un retour sur cette expérience, alors que j'ai tendu des perches à plein de moments pour dire: «Bah, voilà, nous, on vient de vivre ça, c'est chouette, ça marche». Moi, je suis prête à vous éc on m'a souvent manifesté un intérêt, à me dire, Excuse-moi Mélanie, ouais. ton micro a un petit peu, Ah! grésillé, donc n'hésite pas à revenir un tout petit peu en arrière. Ouais, alors je disais je sais pas, au deuxième étonnement peut-être sur le fait que, bah, on a un peu communiqué sur notre réussite et on était content de le faire au sein de notre réseau, auprès de nos adhérents. J'ai parlé de la question de l'exemplarité et que, bah, c'est la première fois qu'on me sollicite pour venir présenter la démarche. Donc je me dis, alors que je me suis, en tout cas, j'ai transmis le message comme quoi j'étais tout à fait disponible pour, expliquer comment on avait fait ce qu'on avait fait et que souvent une des excuses pour moi à ne pas y aller, c'est: «Mais comment on va faire? Donc c'est quoi la méthode?» Donc là, on en a une, alors elle vaut ce qu'elle vaut, peut-être qu'elle est pas, transposable et encore, elle me paraît pas très compliquée, en fait, à mettre en œuvre, hein, finalement, avec le recul. Et je me dis: «Bah, en fait, voilà, je trouve dommage, en fait, où je me dis: «Bah, on est long, en fait, hein, ça va être lent». On n'y est pas, en fait. Bah, derrière, on soit pas tout de suite venu nous voir en disant: «Bah, en fait, c'est super, montrez-nous comment vous avez fait qu'on transpose ça, sur nos élections à venir». Donc,
J'imagine qu'il y a pas mal de structures qui ont eu des élections en fin d'année ou qui en auront peut-être cette année. Je pense qu'il ne faut pas attendre quand même la dernière minute pour, se poser ces questions-là et que, bah, si vos élections sont, en juin cette année ou en juillet, il est temps de vous y mettre, pour faire passer le message. Donc, voilà, ça fait partie de mon rapport d'étonnement et un autre rapport, mais plutôt, pour la blague, c'est que, les quelques administrateurs, qui avaient pu émettre des freins, en fait, pendant les débats avant les élections, sont revenus après pour dire: «Vous voyez, c'est génial», et puis communiquer dessus en disant: «Bah, nous, à la Crèce, on a réussi la parité», donc voilà, on a réussi à convaincre même ceux qui étaient, les plus réfractaires non, mais qui cherchaient la petite bête quand même au moment de ce travail. Donc ça montre, à la fois, tant mieux, hein, que vous ayez réussi à convaincre les personnes qui, peut-être étaient, et avaient exprimé en tout cas des doutes, assez forts, et ça montre qu'en tout cas, il y a encore du chemin à faire, dans l'économie sociale et ce sujet, et solidaire à ce sujet pour que, tout le monde s'en saisisse et tout le monde voilà, fasse de ce sujet une priorité, en tout cas, effectivement liée à la recherche d'exemplarité, dans les structures. Donc, il nous reste du chemin et on espère que ce webinaire, permettra de sensibiliser et d'outiller, à cette question le plus largement possible. Merci beaucoup en tout cas, Mélanie pour ce retour d'expérience. On va maintenant laisser la parole donc, à Elisa, qui est donc, l'ancienne présidente de la commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur, de l'ESS. Elisa, enfin, notre souhait aujourd'hui, c'est que tu puisses nous faire un retour aussi sur le récit, de Mélanie, peut-être avec, une prise de recul et qu'est-ce que ça peut nous enseigner, donc voilà, première question, est-ce que tu peux nous refaire nous faire un retour à chaud sur, l'expérience telle qu'elle a été, racontée par Mélanie? Oui, bonjour à toutes et à tous. Et avec plaisir, puisque là, ma première réaction, c'est de me dire déjà, bah, c'est possible. C'est possible, la parité réelle, hein, pour le coup, vraiment effective, dans une tête de réseau. Parce que ça aussi, c'est beaucoup mis en avant que c'est plus compliqué dans les fédérations, dans les têtes de réseau. Donc une tête de réseau régionale rassemblant bah, une diversité d'acteurs, hein, comme Mélanie nous l'a présenté au travers de nombreux collèges, d'acteurs, d'actrices, de personnes morales, certainement de personnes aussi qualifiées, personnes physiques, et que malgré ce contexte, en tout cas organisationnel au niveau de la gouvernance, bah, c'est tout à fait possible de porter le sujet et puis d'inventer, on va dire, des modes de faire pour avancer. Ce que j'entends aussi beaucoup, et je trouve que c'est très intéressant, c'est que il faut peut-être avancer, comment dire, concomitamment, ou en tout cas ensemble à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois les équipes techniques, les salariés de la CRES, les équipes de direction évidemment, mais aussi la présidence, hein, qui a été a priori très présente, enfin motrice en tout cas dans ce parcours, le conseil d'administration, l'assemblée générale évidemment pour le changement des statuts. Donc c'est un peu cet ensemble-là aussi, on voit, qui s'est imbriqué. Donc c'est pas une action seule d'un côté, c'est plutôt une action voilà, assez collective en fait, et qui avance chemin faisant en impliquant bah, toutes les parties prenantes de la structure. Ce que je retiens aussi, c'est que c'est ni long ni compliqué. Ça, je crois que je vais réessayer de le réutiliser dès lors que bah, la volonté est là. De ce que j'entends, la temporalité, mais ce sera peut-être une des questions après, n'a pas été si longue que ça, avec un temps de sensibilisation, hein, une volonté, on va dire, affichée déjà depuis un moment, mais qui cherchait différents moyens d'agir, que ce soit vis-à-vis des adhérents vis-à-vis de l'égalité professionnelle ou de la gouvernance, donc peut-être un terrain en tout cas favorable, mais que avec la volonté, les questions et les réponses se sont enchaînées et l'expérience, bah, du coup, réussie le démontre assez bien. Et j'espère en effet que l'appel de Mélanie sera plutôt incitatif pour permettre bah, aux autres CRES, pour celles qui ne l'ont pas encore mis complètement dans les faits en œuvre en tout cas, et même à toute fédération ou tête de réseau d'acteurs et d'actrices de l'économie sociale et solidaire, bah, de se lancer dans cette parité et de passer aux actes, voilà, au-delà de l'affichage qu'il peut y avoir d'un premier niveau, on va dire, dans des statuts ou dans une communication externe. Voilà un peu mes premières réactions à chaud au regard de cette belle expérience réussie. Merci beaucoup, Elisa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où on en est
de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS de manière générale? Alors oui, je vais un petit peu me répéter par rapport à ce que tu as dit déjà, toi, Pauline, en introduction, mais je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé quand même le temps de revers, hein, puisque c'est l'expression qui a été prise notamment dans les statuts harmonisés des CRES, si j'ai bien compris. Donc voilà, on a dépassé le temps du temps de revers, mais on est encore loin de l'exemplarité dans l'économie sociale et solidaire en matière de parité dans les instances de gouvernance, car les femmes ont encore trop peu accès, hein, aux postes de pouvoir au sein de ces gouvernances. Comme ça a été dit, donc on est dans une économie fortement féminisée, hein, 68% en moyenne de femmes parmi les salariés, on va même jusqu'à 75% en fonction des statuts, mais elle n'échappe pas du tout pour autant au principe de non-mixité ou de ségrégation des postes ou même de plafond de verre qu'on va retrouver à la fois dans les instances de gouvernance et également sur l'ensemble du coût du travail et des salariés. Donc les structures, pour moi, sont toujours dans l'économie sociale et solidaire face à un défi de taille en matière d'égalité femmes-hommes, comme l'illustrent d'ailleurs de nombreux travaux, ceux de l'Observatoire national de l'ESS porté par ESS France, mais également ceux de COP/FR qui vient de publier une étude inédite le 8 mars dernier sur justement l'égalité et la parité dans les coopératives, les travaux de la FNMF sur les mutuelles ou même les travaux de chercheurs et chercheuses comme Viviane Chernonoc sur les associations. Je reprends quelques chiffres que tu avais cités un peu avant, Pauline. En effet, avec malgré cette large majorité, on va dire, des femmes dans les équipes salariées, au niveau des instances de gouvernance, on constate une sous-représentation des femmes dans les conseils d'administration, donc en moyenne 45%, sous-représentation qui est même encore plus forte dans les postes de présidence, hein, 37% de femmes présidentes en moyenne dans les structures de l'économie sociale et solidaire, 39% dans les associations, 27% dans les fédérations associatives, à peine 16% dans les mutuelles, entre 2 et 40%, donc selon les derniers chiffres, dans les coopératives. Donc on voit une grande disparité et pas de mouvement commun, en tout cas en matière de parité dans les instances de gouvernance. Et ce qui est frappant, et alors là pour le coup, on n'a jamais réussi à me contredire, c'est que dans les études, notamment de Viviane Chernonoc, mais ça se voit assez aussi dans les autres types de statuts qu'associatifs, plus la structure est grande, plus elle est ancienne, et plus il y a de fonds, ou en tout cas de budget à gérer, moins on va retrouver de femmes dans les postes à responsabilité, que ce soit au niveau de la gouvernance ou des équipes salariées. Par exemple, dans les structures des associations de plus de 50 salariés, on trouve que 18% de femmes à des postes de présidence. Vous voyez qu'on est dans une sorte d'entonnoir inversé, où on retrouve beaucoup de femmes sur les équipes salariées, où elles sont majoritaires, mais par contre minoritaires au sein des gouvernances. Et peut-être aussi sur ces constats, comme ça a été dit, toute une série de freins identifiés à la fois par les travaux de la commission que j'ai présidée au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, dans deux rapports parus en 2017 et 2021, mais aussi dans l'enquête spécifique menée par le CNCRES à l'époque, donc ESS France aujourd'hui, en 2019, sur l'égalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance, quel constat et comment agir. Donc toute une série de freins, à la fois des freins sociologiques et des freins aussi dans l'accès au pouvoir et dans les modes de gouvernance, hein, finalement, puisqu'on a beaucoup parlé de revoir les modes de gouvernance, que ce soit avec le poids de la cooptation, hein, de l'autre soi, qui est quand même très fort, quelles que soient là pour le coup les formes de structure dans l'économie sociale et solidaire, l'absence d'objectivation des mandats, hein, de pouvoir décrire aussi les attendus en termes de mandats plus électifs, hein, comme on peut le faire sur des fiches de poste côté emploi, une non-limitation évidemment du cumul des mandats qui est encore trop courante, et des freins après plus liés à une répartition très genrée des postes aussi, hein. On disait par exemple des femmes sur des postes de suppléantes, plutôt des hommes sur des postes de titulaires, mais on peut faire pareil sur des postes de présidence, de trésorier ou de vice-présidence, etc., de secrétariat général, qui vont être parfois très genrés, avec l'absence peut-être de rôle modèle un peu pour inspirer les parcours du coup et la prise de responsabilité dans les gouvernances. Dernier point aussi dans les freins, un déni
un déni du sujet, c'est-à-dire que oui, c'est important, il faut le travailler. D'ailleurs, on est plutôt une forme d'économie assez féminisée, mais bon, voilà, on ne va pas forcément plus loin, donc on ne regarde pas en face la réalité peut-être des données ou en tout cas de la situation. Et d'ailleurs, l'étude de SS France montrait que 41% des structures n'évoquent jamais le sujet dans l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a encore du travail aussi voilà, de sensibilisation, d'accompagnement à faire, à la fois en étant exemplaire, mais aussi en accompagnant l'ensemble de ses adhérents pour faire avancer la parité. Merci beaucoup, Elisa. Je me permets juste de revenir sur un des points que tu as mentionné, qui est le fait que plus la structure est grosse, entre guillemets, moins on a de femmes à sa tête. Et tout cela montre que notre sujet il est intimement lié à la question de qui exerce le pouvoir. Puisque de fait, plus une structure est importante en termes de nombre de salariés, en termes de chiffre d'affaires, d'activité économique, etc., plus elle a de pouvoir dans la société, auprès des pouvoirs publics, de pouvoir économique. Et donc, in fine, on retombe toujours à la question de qui exerce le pouvoir. Et on voit bien que, bien souvent, donc, le système est fait de telle manière à ce que ce soit des hommes qui continuent de l'exercer. Et je retiens également beaucoup la question de lutter contre le déni qui nous touche toutes et tous sur la question. Tu en as un peu touché un mot, mais est-ce que tu peux nous préciser un peu les recommandations issues, enfin si tu as des éléments complémentaires sur les recommandations issues du dernier rapport triennal publié par la commission égalité femmes-hommes du CSESS, que je vous invite toutes et tous à lire, puisqu'il est très riche en enseignements. Oui, oui, tout à fait. En effet, cet enjeu de travailler sur l'égalité et la parité femmes-hommes donc, est un enjeu inscrit dans la loi du 31 juillet 2014, sur lequel le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire doit faire tous les 3 ans un état des lieux et des préconisations d'action, pour être bien sur une démarche de plan d'action. Donc ce second rapport que j'ai pu coordonner avec l'appui d'une commission constituée d'expertes et d'experts très investis, dont je salue d'ailleurs le travail et la co-rédaction de ce rapport. Donc ce rapport vient d'être adopté en fin d'année dernière par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Il cherche à prendre de la hauteur sur le sujet en identifiant alors les quelques avancées, mais encore trop faibles avancées, notamment depuis le premier rapport rédigé en 2017. Et d'ailleurs, unanimement, les membres du Conseil supérieur ont tous dit espérons que dans 3 ans, nous ne serions pas encore au même niveau que les constats faits fin 2021. Donc il y a du chemin à faire, mais il y a aussi dans l'économie sociale et solidaire la capacité à porter pour le coup des démarches engagées qui peuvent faire avoir valeur d'exemple sur l'égalité entre femmes et hommes, et donc à apporter ou à porter en tout cas des solutions, des leviers tant pour elles-mêmes que pour l'ensemble de la société. Donc c'est cette double focale qui a guidé un peu nos travaux dans le cadre de cette commission pour à la fois montrer encore tous les axes d'amélioration, les marges de progrès de l'économie sociale et solidaire, mais en même temps les pratiques exemplaires comme celles qu'on vient d'entendre, que nous aurions pu citer dedans aussi comme valeur d'exemple pour l'ensemble des acteurs. Donc on a fait ressortir 4 grandes entrées qui sont un peu 4 leviers d'action prioritaires pour la période 2021-2024. Je vais en citer quelques-uns. Sur les conditions d'égal accès au pouvoir et d'une gouvernance équilibrée, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et qu'on voit que les statistiques évoluent peu, en tout cas très lentement, et témoignent d'une sous-représentation. Donc là, on a pointé l'enjeu de travailler sur l'accès et l'exercice du pouvoir. L'accès à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire sur les modes de gouvernance, puisque re-questionner la parité, en tout cas dans les instances des structures, c'est forcément toucher à la gouvernance, c'est pourquoi la commission statut avait été logiquement mobilisée au sein notamment de l'exemple porté par la CRES Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un travail sur les mandats, en écho aux freins que je citais, pour objectiver les mandats, identifier les compétences et expertises recherchées plutôt que cooptées.
C'est aussi partager les responsabilités et décentrer le pouvoir, ça, ce qui est encore compliqué. On a souvent une figure référente assez individuelle, hein, ce qui est pour moi contradictoire avec les principes de l'économie sociale et solidaire. On est plutôt sur quand même le collectif, hein, qui va primer et qui va s'organiser. Et pour autant, on a quand même une représentation assez individualisée des structures. Donc, partager les responsabilités, décentrer le pouvoir, s'appuyer sur un pouvoir plus collégial, justement, moins pyramidal, moins individualisé, et permettre de répartir les responsabilités, ce que demandent aussi d'ailleurs autant hommes que femmes, hein, aujourd'hui, de pouvoir avoir des équilibres aussi qui se mettent en place en termes de représentation et derrière d'articulation des temps de vie. C'est aussi limiter le cumul des mandats, hein, c'est ce qu'on pointe dans le rapport. Et au-delà, en termes d'accompagnement aussi à la parité, puisque je crois que c'était aussi cité dans les enjeux de sensibilisation, c'est à la fois recenser aussi et accompagner les réseaux de soutien, d'accompagnement sur la prise de responsabilité ou de mandat par des femmes, que ce soit des réseaux plus liés voilà, des structures, à des grandes structures d'économie sociale et solidaire qui peuvent en avoir, et je pense à des banques coopératives par exemple, ou que ce soit des réseaux au sein des mutuelles ou des réseaux plus transverses qui pourraient se mettre en place localement pour créer en gros des espaces de mentorat ou de marrainage ou d'accompagnement en tout cas à la prise de responsabilité. Dernier point aussi sur la question de la parité, mais j'ai tellement de choses à dire dans ce rapport qui est vraiment très riche et que je vous invite également à lire, c'est de se questionner sur la parité qualitative. Qualitative, c'est-à-dire au regard de l'ensemble de la répartition des postes, et pas uniquement, parce que c'est souvent la première étape, mais qui est totalement nécessaire, de se dire, bah voilà, on a 6 postes en effet, par exemple de titulaires, 3 hommes, 3 femmes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point aussi il y a une répartition après des tâches, en tout cas des responsabilités entre ces postes pour être plutôt dans une parité qualitative et pas uniquement en tout cas quantitative. Et ça, c'est un gage de durabilité dans le temps. Peut-être 2 autres enjeux qui me semblent importants et qu'on a pointés dans le rapport, c'est aussi donc cet enjeu que je disais de sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes. Donc ça, sensibilisation à tous les niveaux. Les parties prenantes des structures, hein, que ce soit au sein de la gouvernance, au sein des équipes salariées. Je pense qu'il faut, comme je le notais en réaction à l'expérimentation, enfin l'exemple l'a donné, de sensibiliser à tous les niveaux l'ensemble des personnes pour bien comprendre les freins et puis surtout les enjeux d'exemplarité et pour avancer sur le sujet. Et là, pour le coup, l'économie sociale et solidaire, elle est vraiment en première ligne de l'éducation à l'égalité filles-garçons, mais aussi des actions de lutte contre les stéréotypes, hein, qui sont beaucoup portées par des associations, quelques SIC, qui font qu'on est pour le coup aux premières loges pour avancer sur ce sujet de sensibilisation. Et au-delà de la sensibilisation, rendre aussi visible peut-être des rôles modèles. Tu le citais en introduction, Pauline, et ça a été mis dans ce rapport, hein, cet enjeu de pouvoir avoir un matrimoine de l'économie sociale et solidaire pour aujourd'hui montrer des parcours à la fois d'hier et à la fois d'aujourd'hui, d'actualité, et inspirer peut-être, ou en tout cas montrer le champ des possibles. C'était une des préconisations du rapport et je peux dire qu'on est déjà très content qu'elle soit mise en œuvre et portée par toute une série d'acteurs autour de SS France et de Scarlett Wilson-Courvoisier qui en a initié le projet. Enfin, je pointerai aussi un enjeu qu'on nous pointe beaucoup aujourd'hui, celui de la gestion de l'urgence. Des crises successives, hein, qui s'enchaînent et de l'importance pour l'économie sociale d'être sur ces sujets qui évidemment n'est pas à remettre en cause. Mais j'ai envie de dire, n'oublions pas quand même l'ensemble des raisons d'agir, si je puis le dire comme ça, mais en tout cas valeurs et rôles de l'économie sociale et solidaire, notamment de promotion, d'émancipation, d'innovation, de transformation sociale. Et on remarque que dans ces temps de crise, l'économie sociale et solidaire, l'égalité femmes-hommes, elle régresse dans l'économie sociale et solidaire et même
partout ailleurs, hein. Le Forum économique mondial chiffrait à 36 ans de perdus en matière d'égalité femmes-hommes la première année de la crise sanitaire. Donc on a un vrai enjeu sur ce sujet, le rapport alerte dessus pour que des mesures soient prises pour accompagner aussi les femmes qui ont été en première ligne, notamment dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit sur leur poste et mandat électif ou au travers de leur emploi. Donc beaucoup d'enjeux pointés dans ce rapport, même s'il n'est pas exhaustif. Et je vous invite évidemment à vous en emparer pour avancer sur les sujets qui font écho pour vous. Merci beaucoup. C'est très intéressant, d'autant plus qu'avec notamment l'urgence climatique et donc de potentielles crises importantes qui s'annoncent devant nous, on sait donc que les femmes risquent de trinquer dans ce contexte-là, et donc c'est d'autant plus important de mettre de l'énergie maintenant, dès à présent, fortement, et se mobiliser pour l'égalité femmes-hommes. Je fais le lien aussi peut-être avec un autre élément que tu as dit, mais que vos préconisations, elles s'accompagnent d'une vision aussi plus collégiale du pouvoir, moins pyramidale, et je trouve ça extrêmement intéressant qu'on lie le fait d'avancer vers l'égalité femmes-hommes tout en opérant une réflexion de plus grande ampleur finalement autour de la notion de pouvoir, comment il s'exerce, est-ce qu'il s'exerce de manière individuelle ou bien est-ce qu'il s'exerce de manière collective, et tout ça me paraît assez intéressant, et je crois que par ailleurs, pour faire face aux grandes transitions à venir, on a besoin aussi d'avoir des visions assez collectives, donc tout cela se rejoint. Peut-être dernière question, Elisa, est-ce que tu peux nous citer d'autres exemples de telles démarches entreprises, un peu similaires à ce qu'a pu faire la Crèce Nouvelle-Aquitaine, ou pas, et qu'est-ce que cela nous enseigne sinon? Je vais peut-être partir sur les enseignements si j'ai pas forcément la possibilité de citer les exemples précis, mais je pense que le gros enjeu pour avancer aujourd'hui, c'est de repenser en effet le rapport au pouvoir, hein. Pour moi, c'est vraiment un paradoxe de se dire que aujourd'hui on individualise la représentation des structures dans l'économie sociale et solidaire, alors qu'on est sur des logiques plutôt collégiales. Donc c'est assez interpellant. Donc, re-questionner l'organisation démocratique des structures, la gouvernance. Alors, déjà, je pense que ce que je retiens de certaines initiatives que j'ai pu voir, c'est que il faut agir autant sur les têtes de réseau, on va dire, que les membres. Des fois, on nous dit, non, il faut d'abord que l'ensemble des adhérents à la base dans les territoires avancent. Et après, par ricochet, la gouvernance des fédérations régionales ou de la fédération nationale va bouger. Moi, je pense que non, on peut agir, comme on le voit, hein, un peu concomitamment sur l'ensemble de ces niveaux. Donc, agir sur le national, ça permet aussi de passer des messages vers l'ensemble des réseaux ou des structures pour avancer collectivement. Donc ça, je pense que c'est important de ne pas se freiner, en tout cas, dans ce champ des possibles et ne pas attendre que cela vienne comme par miracle et naturellement, puisque on voit bien que ça n'avance pas. Deuxième point, partager le pouvoir. Partager le pouvoir des commandats, des coprésidents. Je pense que c'est l'économie sociale et solidaire qui a vraiment expérimenté ces portages-là. Et pour le coup, j'entends que des retours positifs en termes de partage aussi de la responsabilité, partage du temps investi, hein, puisque il y a souvent de la volonté de s'investir, mais après, il y a des principes de réalité dans les modes de gouvernance qui font que c'est quand même du temps nécessaire et que ce partage-là est quand même assez facile à organiser, en tout cas s'il est voulu, et permet beaucoup plus de souplesse dans la gouvernance des structures. On l'a dit, revoir des modalités électives. Donc il y a des exemples qui avaient été notamment présentés au congrès de l'ESS de décembre dernier, hein, d'élections plus collégiales, d'élections sans candidat, d'élections par tirage au sort, évidemment après qui entraîne une discussion avec les personnes, mais qui en tout cas ont le mérite d'éviter la cooptation et de plutôt identifier ensuite dans un débat les compétences attendues et d'aller chercher des personnes qui ne seraient pas forcément venues sur les postes.
On a aussi, j'ai aussi un exemple, alors je ne sais jamais comment le considérer, que j'ai pu voir, où face à, on va dire, je ne sais pas si c'est finalement un échec ou une manière une autre stratégie pour s'en sortir, face à l'impossibilité de faire bouger, on va dire, les personnes sur les postes en place, ça a été une stratégie d'un réseau de se dire, bon, bah, on va augmenter le nombre de mandats. C'est-à-dire qu'on va du coup ouvrir un nombre de postes plus importants pour permettre à des femmes de rentrer sur les postes. Donc c'est aussi encore une action en termes de gouvernance, là de pouvoir augmenter le nombre de postes élus et donc de pouvoir entraîner de par là, en tout cas, une parité plutôt que de remplacer les postes existants. Donc c'est à la fois bien parce que la parité a été là, mais en même temps, voilà, un sentiment d'échec par rapport aux personnes déjà en place qui avaient donc une problématique là-dessus de réflexion. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas une solution, forcément, puisqu'il y a des structures, des modes de gouvernance, des histoires aussi, portées par chaque structure et personne qui les compose. Et je pense que l'exemple voilà, apporté par Mélanie montre bien que on peut aussi réinventer, se re-questionner, voire porter, et c'est propre pour le coup de l'économie sociale et solidaire, de nouveaux modèles pour le coup de gouvernance et voir que c'est tout à fait faisable et que on peut réussir. Donc c'est peut-être un peu voilà ces retours globaux que je peux faire sur d'autres manière d'aborder le sujet. Et je pense que c'est très intéressant et très important de capitaliser ces exemples pour donner à voir voilà, que c'est possible, hein, puisqu'il y a toujours une crainte, soit du temps pris, soit de justement, est-ce que réglementairement c'est nécessaire ou est-ce que c'est possible il me semble pour moi très important de montrer que la parité, l'égalité femmes-hommes ne doivent pas être un enjeu de conformité ou de réglementation, mais plutôt un enjeu d'exemplarité, comme ça a été dit, de représentativité et même d'attractivité pour l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup Elisa pour toutes ces interventions. Merci également Mélanie. Tout cela est très très riche. Et je dirais juste peut-être un dernier mot sur est-ce qu'il faut attendre que ça vienne du terrain ou est-ce que ça doit venir des têtes de réseau. Effectivement, les choses elles peuvent être concomitantes, mais en tout cas c'est sûr que les têtes de réseau elles ont aussi un rôle d'entraînement vis-à-vis des acteurs qu'elles représentent. Et donc tout à fait, l'impulsion peut tout à fait venir d'elle et la CRES Nouvelle-Aquitaine l'a démontré de manière assez précise. Nous allons maintenant laisser la parole à des questions ou réactions des participants. Ce que l'on vous propose, c'est de lever la main, vous voyez dans le petit item réaction qui laisse la possibilité voilà, de mettre des réactions, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, on vous ouvrira votre micro. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Peut-être le temps que tout le monde réfléchisse à d'éventuelles questions. Est-ce que Mélanie, tu souhaites rajouter des éléments par rapport à ce qu'a pu dire Elisa? Est-ce que ça t'a voilà, inspiré des réflexions sur certains points? Oui, effectivement, ce que j'ai pas dit dans les perspectives, pour aller plus loin, ce qu'évoquait Elisa sur la question des mandats et des rôles en fait qu'on donne à chacun. Effectivement, pour l'instant, on a quand même dans notre organisation un président et 3 vice-présidents .e.s puisqu'on a on a un président, un vice-président et 2 vice-présidents. Donc on va dire la présidence est incarnée par 2 présidents et 2 présidentes, voilà, pour faire rapide et court. Pour autant, on a un bureau avec les fonctions classiques, secrétaire, trésorier, mais ça, j'ai envie de dire,
presque c'est pas, en l'occurrence, c'est que des hommes, donc la question se pose pas sur on n'a pas mis une femme secrétaire et un homme trésorier pour, aller dans les clichés. Pour autant, il y a d'autres rôles, en fait, qu'on peut affecter au sein du bureau en termes de représentation et cetera, sur lesquels on pourrait avancer, enfin, on devra avancer, en tout cas, pour pas être, comme tu l'évoques, Elisa, sur une parité de quantitative et pas qualitative, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, et pendant nos échanges, je me faisais une réflexion aussi, alors c'est plutôt anecdotique mais c'est pour marquer un peu, aussi, la place et le rôle des femmes. On donne des mandats à certains administrateurs ou administratrices pour nous représenter dans des instances régionales, hem, diverses et variées ou dans des structures de l'ESS, par exemple. Je pense au Césaire, je pense à certaines organisations institutionnelles, notamment liées à la région, sur lesquelles on est assez présent. Et alors là, pour le coup, il y a autant d'hommes que de femmes, hein, c'est pas du tout la question du genre. Mais je me faisais la réflexion, parce que ça date de ce matin, les femmes, en fait, qui représentent la CRES, au sein de ces instances ont tendance à m'appeler pour me dire, me demander de préparer une note, de les outiller et cetera, ce que les hommes font très peu. Donc je pense qu'il y a quand même une question je pense qu'en plus, honnêtement, du coup, sans préparation, ils disent certainement pas que des choses intéressantes ou en tout cas, il leur manque des éléments pour pour répondre. En tout cas, il y a une question d'assurance, qui fait que je me dis: «Bah, en fait, et tant mieux». Enfin moi, je suis là pour faire des notes à mes représentants, donc ça me convient très bien. Mais dans cette capacité à investir ces lieux de représentation, on sent qu'elles se sentent, elles ont besoin qu'on les outille. Enfin voilà, il y a peut-être moins d'assurance, à le faire, ou en tout cas ou une volonté de le faire peut-être de manière plus professionnelle, plus, carrée, mieux, enfin voilà. Du coup, en même temps, je me faisais cette réflexion en me disant: «Bah, même là-dessus, je pense qu'on a encore, des choses à faire d'ailleurs dans les 2 sens, aussi bien, donner de enfin, rassurer les femmes sur leur capacité à représenter et peut-être, dire aux hommes qu'on est là aussi pour les outiller et qu'il leur manque certainement des éléments pour bien représenter la Grèce. Je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Alors je ne vois pas pour l'instant de main levée, en tout cas n'hésitez vraiment pas à voilà, vous exprimer. Il nous reste 1 heure pour le faire et pour, enfin continuer à aller préciser, le sujet et vous outiller correctement pour vous permettre, par la suite, peut-être de mener cette expérience dans vos structures. Alors, je vois 2 mains qui se lèvent. Nicolas Moreau, donc on va vous allumer, le micro juste après et ensuite on aura également Céline Durand. Alors, on ne vous entend pas encore Nicolas. Nathalie, est-ce que tu peux, allumer le micro? Oui, pardon. Pas de souci. J'ai allumé le micro de Céline d'abord. Non, il est pas mais là, c'est d'abord Nicolas. En fait, on Ok. voit dans les participants qui a levé la main en premier, qui a levé la main en deuxième. Là, c'est bon? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Bon. Est-ce que, question à Mélanie Tuillier, et combien de temps ça vous a pris à peu près pour changer vos statuts, pour observer les premiers soubresauts en fait du changement de l'accession à la parité en combien d'années à peu près? Alors, en fait, on a commencé, la volonté, comme je le disais tout à l'heure en intro, de tendre vers depuis 2017, mais en vrai, c'est vraiment sur les élections de 2021 qu'on a décidé d'opérer cette transformation et de remettre ça à l'ordre du jour. Et en gros, quand je dis que c'est pas long, c'est que c'est vraiment pas long. C'est-à-dire qu'on a décidé en janvier 2021 de, travailler différents scénarios. En mars, on proposait des scénarios. Fin mars, ils étaient votés et en juillet, on votait selon ces nouveaux statuts. Donc, on a modifié nos statuts par une assemblée générale extraordinaire qui a précédé, l'assemblée générale ordinaire. Mais en gros, c'est 6 mois de réflexion, débat, validation, quoi. Donc, ce qui me semble pas très long, en fait. Alors, peut-être que c'est le fruit de plusieurs années de réflexion, mais en gros, c'est la construction des scénarios, ça nous a pris, de 1 réunion ou 2 réunions et puis après des débats en CA, sur, un conseil d'administration. Enfin, en gros, en 6 mois, on avait, proposé, débattu et acté, quoi.
Et c'est assez significatif, une chronologie aussi rapide. Nicolas, est-ce que vous avez une deuxième question? Non, 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 pas Très bien. pour le moment, peut-être tout à Et l'heure. Si. parfait. Bah, je vous invite juste à baisser votre main. Donc Céline, c'est à vous. On va vous allumer votre micro. Ah, ça marche pas, Céline. C'est fait, Céline. Je pense que vous pouvez Faut que allumer. t'allumes. Voilà. En fait, une fois qu'on fait la manip, après, c'est à vous d'allumer. On vous donne l'autorisation, c'est ça, en fait. Et après, c'est à vous d'allumer vous-même, manifestement. Hop. Alors moi, je ne peux pas faire... C'est à côté de la caméra, normalement, l'icône. En tout cas, en attendant, je ne vois pas nécessairement d'autres mains levées. Vous n'avez pas de micro qui s'affiche à côté de la caméra. C'est étonnant, ça. Petite difficulté technique, toutes nos excuses. Et là, est-ce que ça, c'est bon? Non, toujours pas. Bon, bah, n'hésitez pas à... Je suis désolée pour ces difficultés techniques. N'hésitez pas à poser la question à l'écrit si besoin, pendant qu'on essaye de résoudre le problème. Et bah, je vous invite toutes et tous à ne pas hésiter à lever la main pour poser des questions. Moi, je voulais peut-être revenir sur un élément. Je suis désolée, Elisa, peut-être tu l'as dit et ça m'a échappé. Mais il y a une recommandation que je trouvais très intéressante dans le rapport, qui est celle d'établir des fiches de poste par rapport au mandat, en fait, en amont des candidatures, et que je trouvais très intéressante parce que ça répond aussi à ce qu'a dit Mélanie sur un potentiel manque d'assurance aussi de la part des femmes, et que quand on établit des fiches de poste, ça permet aussi d'objectiver ce qu'on attend de la part des uns et des autres, quelles compétences sont attendues, quel est le temps d'investissement que ça requiert, etc. Et vraiment, je trouvais que c'était une recommandation à la fois qui peut paraître assez évidente, mais on n'a pas du tout l'habitude de le faire dans des questions de mandat de représentation, parce que distinguer ce qui est de l'ordre des bénévoles d'une activité salariée. Donc, on n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir des fiches de poste pour ce type de mandat. Néanmoins, je trouvais ça très intéressant. Donc, si tu peux nous en dire plus, n'hésite pas. Et Céline, n'hésite pas à inscrire ta question sur le chat, puisque malheureusement, je crois que ça ne fonctionne pas. Oui, en quelques mots, après je laisserai Mélanie, voilà, la question ne nous est parvenue, répondre. Donc, oui, c'est totalement ça, l'enjeu d'objectiver les mandats. C'est vrai, comme tu le ressoulignes, qu'il y a très peu de, entre guillemets, fiches de mandat ou fiches de poste décrivant les mandats, ce qui serait les attendus, en tout cas, à la fois en termes de représentation, quand il faut siéger dans des instances, par exemple, régionales, départementales, nationales, en termes aussi de temps disponible, en termes de justement les ressources sur lesquelles s'appuyer. Je pense que ce sont des éléments, plus on donne de la visibilité, plus aujourd'hui l'engagement, notamment sur des postes à forte représentation ou à forte responsabilité, sera plus compris, on va dire, et peut-être moins appréhendé, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, des bénévoles, on va dire, pour des événements, pour des actions ponctuelles, etc., il y en a beaucoup. Des bénévoles pour prendre la responsabilité, pour le coup, employeur, la responsabilité de la représentation, la responsabilité financière, juridique de la structure. Parfois, c'est pas toujours évident de trouver à renouveler ces postes-là. Donc, je pense que plus on donne cette visibilité, plus non seulement ça permet aux personnes de se projeter, mais en plus d'aller chercher des personnes qui, peut-être sans cette visibilité, ne se seraient pas positionnées, et notamment des femmes, voilà, ou des hommes, le cas échéant, en fonction de la gouvernance de la structure. Donc, je ne peux que inciter, et je fais le même constat, c'est peu fait. Pour le temps, il existe des dispositifs qu'on pointe aussi dans le rapport,
pour accompagner aussi sur ce sujet, que ce soit les CRIB, pour les centres de ressources d'information sur le bénévolat, que ce soit les MAIA aussi pour les missions d'appui, que ce soit, pourquoi pas le DLA, même s'il y a une action plus aussi au niveau des équipes salariées, mais sur la gouvernance, c'est également possible. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à faire appel à ces appuis-là, tout autant qu'aux têtes de réseau. Merci beaucoup. Ça pose la question également de formation complémentaire. Enfin voilà, pour accompagner aussi les femmes à la prise de responsabilité sur lesquelles elles peuvent monter en compétences. Alors, la question dans le chat, je vous la lis tout de suite, les questions même. Est-ce que cette parité à laquelle vous êtes parvenue emporte par ailleurs une prise de parole des femmes régulière en instance? C'est vrai que la question de comment les femmes occupent la parole lors des moments de débat est infiniment importante, puisqu'on sait que malheureusement, parfois, cette parole est souvent, je cherche un autre mot que accaparée, mais c'est souvent davantage les hommes qui vont s'exprimer. Et deuxième question, est-ce que ça amène des changements particuliers dans l'organisation des enfants? Exemple, les horaires des réunions, chose très importante, puisque T'es coupée, Pauline. ah pardon. Je pense qu'on t'a retrouvé. Mais du coup, je vais répondre. Oui. Pendant ce temps. Alors, intéressante. Merci pour tes questions, Céline. La première, alors j'ai pas vraiment fait de, mais ce sera intéressant. Je mettrai un petit indicateur pour, je vais checker ça la prochaine fois. Alors après, on est dans le sud, donc nous les femmes dans le sud, elles n'ont pas de difficulté à s'exprimer quand même, faut le savoir. Est-ce que c'est du coup lié au territoire peut-être? En tout cas, non. En tout cas, avec mon regard à moi, j'ai pas l'impression que y ait une prise de parole majoritairement masculine. Ça me semble assez bien équilibré, mais ça reste très intuitif ce que je vous dis là, et du coup. C'est intéressant, je vais le regarder de près parce qu'effectivement, tu as raison, c'est pas parce qu'on est paritaire que les femmes ont le droit ou peuvent ou prennent le droit de s'exprimer, donc ça vaut le coup d'y regarder. Sur l'aménagement des horaires, alors en fait, on cale les conseils d'administration de manière collective en CA, donc on fait en sorte qu'il y ait un maximum de gens présents. Ça nous est arrivé de déplacer des réunions pour que ça convienne à l'ensemble. Alors après, j'ai peu de femmes, notamment, on a souvent le cas des mercredis. En fait, j'ai peu de femmes concernées par ça, donc elles ont plutôt des grands enfants. Donc c'est vrai que ce n'est pas des problématiques qui arrivent, mais par contre, pour plein d'autres sujets, c'est des choses sur lesquelles on est très vigilant. Donc sur les CA, ce serait le cas aussi. Voilà, aujourd'hui, le cas s'est pas prêté. Je suis en train de me dire, les 2 derniers CA ont eu lieu des mercredis. En fait, ça n'a pas vraiment posé de problème. Mais si c'était le cas, en tout cas, c'est déjà des règles qu'on avait même avant cette question paritaire, de ne pas empiéter. Et pareil, sur des temps de travail, on a la question de la parité qui peut aussi envoyer la question des territoires, c'est-à-dire une femme qui doit déposer ses enfants le matin et qui habite à l'autre bout de la région, qui doit venir un CA de la Crèce. Donc chez nous, les CA commencent rarement avant 10h, voire 10h30, et finissent rarement après 15h30 ou 16h pour laisser à tout le monde le temps, voilà, en tout cas que ça soit sortie d'école compatible ou sortie de garde d'enfants compatible. Ou d'ailleurs, peut-être dans d'autres cas, pour des parents aidants, par exemple, parce qu'on pense aux enfants, mais il y a les grands-parents ou les parents des fois aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà. Voilà, en gros, j'ai pas l'impression que depuis les élections, ça nous ait amené à changer beaucoup nos pratiques finalement. C'est plutôt pour moi la reconnaissance de pratiques qu'on avait déjà essayé de mettre en place, mais qui du coup sont conformes aussi à cet équilibre en fait, en dehors de ce qu'on évoquait avant, qui est affirmer certains rôles, en fait, peut-être même des fois des rôles qui ont été pris de manière intuitive, de les affirmer en fait en disant bah, telle administratrice a tel rôle. Enfin voilà, ça c'est vrai que c'est pas un travail sur lequel on a beaucoup avancé aujourd'hui et qui, à mon avis, il faut renforcer. Merci Et on a beaucoup. aussi, pardon, excuse-moi, juste un dernier mot, parce qu'on a aussi, on est aussi vigilant à la place des jeunes dans nos gouvernances. Mais du coup, ça renvoie à la question des femmes jeunes.
Je vois Gabriel, que je connais par ailleurs sur une vignette devant moi. On a un réseau étudiant en fait à Bordeaux qui s'appelle Explicite, à qui on essaye de réserver une place. Alors, dans toute démocratie, bien sûr, dans les règles démocratiques, mais en tout cas, on encourage les structures à voter pour Explicite parce qu'on trouve que une gouvernance qui ne porterait pas la question des jeunes, ça nous paraît complètement déconnecté des enjeux de l'ESS et de la relève. C'est un autre sujet qui n'est pas celui-là, mais en tout cas, côté explicite, c'est un poste femme, en fait, en tout cas pour ce mandat-là. Donc, on a en plus une femme jeune, donc ça, c'est chouette. Et à nombre de voix égales au sein de la Crest Nouvelle-Aquitaine, c'est le plus jeune ou la plus jeune qui est retenue. Donc la question de la jeunesse aussi est importante parce que on voit que des femmes jeunes qui peuvent s'investir, ça on complexifie encore plus parfois la capacité, voire leur volonté, enfin, ou en tout cas le fait qu'elles y viennent, quoi. Donc, encourager ça, ça me paraît important aussi. Merci beaucoup pour cette réponse et juste sur l'enjeu notamment des prises de parole. Il existe des outils pour avoir des prises de parole, paritaires et alternées. J'ai déjà fait partie d'organisations qui expérimentent, voilà, les listes de parole, paritaires alternées, où donc on a 2 colonnes, on essaye d'alterner, prise de parole femmes-hommes et quand on s'y tient, alors parfois on s'y tient pas vraiment, mais il y a l'idée que quand il y a plusieurs hommes qui ont été enchaînés, sans prise de parole de femmes, eh bien on fait une pause dans la réunion, ce qui peut permettre de s'aérer ou d'échanger, voilà, de manière informelle, et ce qui peut permettre ensuite de repartir dans la réunion. Et voilà, et on voit souvent des prises de parole féminines qui émergent, et donc ça me paraît assez intéressant. Alors Céline nous a posé une autre question très intéressante. Est-ce que tu constates des évolutions dans la manière dont les décisions orientation se prennent? C'est très pertinent parce que ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la pratique du pouvoir. Puisque ces choses-là sont très liées et encore une fois, pas de souci pour le micro, je ne sais pas d'où ce bug vient. Possible que ça vienne de notre côté, mais vraiment aucun problème. Et en tout cas, n'hésitez pas toutes et tous à poser des questions. Il nous reste encore du temps pour cela. Alors, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour voir si vraiment il y a une influence sur la prise de décision. Honnêtement, j'ai pas l'impression que j'avais l'impression que c'était des choses qui étaient déjà présentes avant, en fait. Donc, peut-être que presque j'ai envie là, comme ça, à chaud, comme tu me poses la question, j'ai une vice-présidente qui est arrivée là récemment, enfin aux dernières élections, qui est une communicante, qui est plutôt quelqu'un qui a de l'influence. Et elle, par contre, je trouve qu'elle emmène un certain, mais c'est du coup très lié à cette personnalité. Elle emmène beaucoup ça, en fait. En plus, c'est une femme, donc peut-être je fais un rapprochement entre les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, non. Et presque, j'ai envie de dire, quelque chose sur lequel j'ai envie qu'on retravaille, c'est qu'on a fait ce gros travail sur les élections. Alors, c'est vrai qu'il a mobilisé un peu tout le monde. Et puis, on a eu le forum. Alors, c'est une année forum pour nous, 2021. Les années forum pour la Crest Nouvelle-Aquitaine, c'est des années particulières parce qu'on est très concentré sur cet événement. Mais depuis octobre, c'est pas un sujet, enfin, en tout cas dans les instances, de se dire, OK, on a fait ça et maintenant, comment on va plus loin? Qu'est-ce qu'on fait après? Enfin, c'est un peu ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Élisa en faisant un constat un peu des choses. C'est, bon, OK, maintenant on a fait ça, c'est quoi l'étape d'après? Et dans les questions que tu poses, Céline, pour moi, c'est presque ça. C'est de dire, bon, OK, maintenant, ça, c'est acté, ça changera pas. On est sûr de ça maintenant. Et c'est quoi l'étape d'après? Effectivement, quelle influence de cette représentation féminine, sachant qu'on n'était pas non plus à 80-20 avant, quoi. Donc, on a surtout, pour moi, en marquant ça, on a surtout, on s'est assuré qu'on n'aura pas un décalage plus important que ce vers quoi on était en train de glisser, il nous semblait, entre chaque mandature. Donc, c'est plus là-dessus. Ça, on a conforté ça. Maintenant, effectivement, le chantier, il est loin d'être terminé. Et du coup, c'est dans nos échanges que je me dis, ouais, il y a encore des indicateurs à poser pour continuer à avancer sur ces questions au sein de nos instances et au sein d'ailleurs auprès de nos adhérents aussi d'ailleurs, hein, sur la manière dont on communique sur ça. Merci beaucoup, Mélanie.
Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas. Ah, Gabriel a levé la main. Nathalie, est-ce que tu peux lui donner l'autorisation de mettre son micro? Je lui ai tendu une perche, c'est pour ça il a saisi. Ah, C'est voilà. pour ça, c'est pour ça. Mais bonjour tout le monde, merci de faire ce petit webinaire très intéressant. Mélanie, tout à l'heure, tu as dit que au départ, quand vous aviez lancé le projet, quand vous souhaitiez arriver à cette parité exemplaire, que potentiellement vous alliez vous confronter à des enjeux légaux, à des freins légaux. Et je voulais savoir si déjà vous en aviez eu au final. Et deuxième chose, je suis allé sur le site de la CRES et j'ai trouvé que les statuts de 2019. Donc, je voulais savoir si c'était possible d'avoir accès à vos statuts actuels pour voir concrètement comment ça a été écrit, quoi. Ouais. Alors, pour la première, donc les statuts qui ne soient pas à jour sur le site, je vais m'en référer au chef de projet com, mais ça, c'est plutôt un problème. Mais ça, je pourrais le transmettre. Ainsi que ce que je pourrais vous faire passer peut-être par Pauline, c'est la note qu'on a envoyée à nos adhérents qui présentait en fait ce qu'on a envoyé aux adhérents avant les élections, qui présente un peu les règles du jeu. Alors, il y a des choses très techniques qui sont liées à notre comptage de voix, mais c'est pas grave, vous prendrez ce qui vous intéresse dedans. Mais voilà, c'est un document qui a dû peut-être même être mis en ligne, mais que je pourrais vous transmettre du coup. Et puis, excuse-moi, ta deuxième question, c'était... Il n'y avait pas vraiment de deuxième question, c'était juste de voir si vous aviez eu des freins légaux Ah oui. et d'avoir accès à vos statuts, tout Alors, simplement. en vrai, on a eu on a le mouvement associatif dans notre gouvernance. Donc, on leur a posé la question à eux, qui nous ont dit, je ne crois pas. Enfin, il y avait une espèce de flou. Et puis après, on s'est dit, et puis c'est ce que je disais en intro, en fait, on y va, et puis on verra bien si quelqu'un se plaint, c'est qu'on a fait une connerie, mais on y va quand même. Et puis j'ai eu la confirmation en échangeant avec Elisa, en préparant ce webinaire, que finalement, non. Mais on était déjà, enfin mon collègue Benjamin s'était un peu renseigné, en fait, on n'a pas vu en fait dans ce qu'on a regardé quelque chose qui nous empêchait de le faire. Donc on s'est dit, bon a priori, en tout cas dans notre connaissance à nous, il n'y a rien qui nous empêche. Maintenant, des fois les lois sont parfois pas très simples à comprendre et à lire. Donc on s'est dit, c'est a posteriori, on verra bien si à un moment ça bloque. Pour être honnête, on s'est pas dit on va aller voir des juristes qui vont nous confirmer que. On a fait avec ce qu'on avait, avec ce qu'on savait. On n'a rien vu qui nous paraissait nous empêcher. Donc on s'est dit on y va, on verra bien. Il y a un côté un peu aventure quand même dans notre affaire, où on s'est dit, en tout cas rien qui nous a semblé dans ce à quoi on avait accès comme information, qui nous a semblé incompatible, et le mouvement associatif ne nous a pas donné non plus d'informations allant dans ce sens. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour rappel, pour toutes celles et ceux qui sont présents, tu parles beaucoup du mouvement associatif, puisque notamment la CRES est une structure associative. Oui, tout à fait. D'où le fait que ce soit aussi sur les éléments légaux la structure vers laquelle on peut éventuellement se tourner pour les problématiques propres à la nature associative de la structure. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Copéfer, il me semble, ou qui avait mis aussi des éléments dans le chat. Enfin voilà, en gros, moi j'encourage les structures à se rapprocher de leur réseau statutaire, en fait, pour ces questions très pratico-pratiques légales. Et après, effectivement, il y a des juristes. Le DLA aussi peut être ressource, à mon avis, sur ces questions, parce que ils ont des centres de ressources assez riches sur ces questions légales relatives aux associations, aux coopératives. Maintenant, ils agissent dans le champ largement de l'ESS. Donc voilà, ça peut être des centres de ressources intéressants. Super, merci beaucoup. Alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains qui se sont levées. Moi, j'ai une question pour Elisa. Le dernier rapport, donc, est quand même à la fois tire des éléments de perspective très intéressants, mais encore une fois, est très lucide sur la situation dans l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai une question sur comment est-ce qu'il a été reçu, ce rapport. Est-ce que le déni
que parfois certains représentants de l'économie sociale et solidaire peuvent avoir concernant le niveau d'égalité femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu as pu voir que cela s'exprimait aussi à la sortie du rapport avec de la surprise des gens? Enfin voilà, comment est-ce que tout cela est reçu positivement, avec de la dynamique derrière pour aller plus loin Alors, non, le déni, en tout cas sur le contenu du rapport, non, je ne pense pas. Et il y a des co-rédactrices présentes, donc elles pourraient en témoigner aussi. Mais par contre, sauf s'il n'a pas été lu en détail, peut-être par certains et certaines, mais sinon, non, je pense qu'il a été plutôt bien accueilli, plutôt un constat partagé. Hein, la réaction, je pense, qui a été vraiment reprise par les membres du Conseil supérieur, c'est de se dire espérons que nous n'en serons pas encore à ce point-là dans 3 ans, enfin au prochain rapport triennal. Donc c'est plutôt je pense que la prise de conscience, elle est là. Comme je le disais, on dépasse ce temps de revers. Par contre, au-delà de la prise de conscience, c'est comment avancer dans les faits. Donc je pense qu'il y a eu une mobilisation, pas que dans le relais de la parution de ce rapport, parce que ce n'est pas son objectif, c'est plutôt de se dire, on va investir peut-être certains champs, celui de la parité, celui de l'égalité, celui de la mixité des métiers, celui de, etc., celui des financements aussi, hein, parce qu'on interpelle pas mal là-dessus, sur l'accès aussi des femmes dans l'économie sociale et solidaire aux différentes modalités de financement des structures. Donc, non, une volonté d'avancer, après pas forcément réelle dans les faits, parce que il faut un moment se dire on commence et on va quelque part. On évoquait là la publication au sein des coopératives sur justement où est-ce qu'elles en sont aussi en matière d'égalité femmes-hommes. Et vous pouvez voir que y a une grande diversité qui n'est pas forcément du tout paritaire et parfois mieux hein, en fonction des types de coopératives. Je pense que c'est déjà très important de positionner, d'objectiver aussi le sujet hein, avec des chiffres, comme on pourrait comptabiliser les temps de parole aussi au sein des conseils d'administration, des bureaux par les femmes et les hommes. Ça permet donc voilà, tous ces indicateurs d'objectiver et de se dire, voilà, à un moment T, on en est là, c'est ce qu'a fait le rapport. On voit que par rapport à celui de 2017, il y a une prise en compte qui a avancé, mais dans les faits, il y a quand même vraiment pas assez d'avancée, voire un recul dans un contexte de crise sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, on essaie de dresser un peu la feuille de route qui vient. Et un sujet qu'on n'a pas évoqué là, mais qui est très important aussi, et je pense que là-dessus, il y a vraiment une prise de conscience de tout le monde, c'est sur donc, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, les VHSS, pardon, où là, vous avez quand même pas mal de campagnes dans les secteurs associatifs notamment qui sont enclenchées, hein, dans le milieu culturel, hein, puisqu'il y a une grande campagne gouvernementale en cours, mais au-delà de ça, pour aussi s'il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'emploi, on voit que sur la gouvernance, c'est vraiment complètement encore trop tabou. Donc, il y a une volonté, moi, que j'ai ressentie aussi des acteurs, d'avancer quand même sur ces sujets, en tout cas de ne pas les mettre de côté, parce qu'il y a certainement une responsabilité aussi de l'économie sociale et solidaire, à la fois pour être exemplaire et à la fois pour accompagner ces personnes victimes voilà, de violences ou de harcèlement sexiste et sexuel, et d'accompagner aussi, je crois que c'était un des prix du mois de l'ESS, les lieux d'accueil d'urgence aussi de ces femmes. Et je pense que ça fait plus débat non plus. Alors, c'est pas pour ça qu'on a forcément la feuille de route pour après mettre en œuvre toutes les solutions et répondre, mais voilà, je pense que vraiment les prises de conscience sont là et qu'il faut que maintenant ça se mette beaucoup plus en œuvre dans les faits. Hein, voilà, et c'est ces exemples-là dont on a besoin, ce recensement aussi de structures. Je pense qu'il y a un vrai rôle des CRES pour le coup, aussi à identifier sur ces thématiques les acteurs de chaque territoire, parce que c'est pas des questions pour le coup nationales, c'est des enjeux de proximité. Hein, l'égalité femmes-hommes ou la parité femmes-hommes, ça se joue dans ce relationnel là qui était cité, avec ses adhérents, avec ses usagers, avec les personnes dans ces sphères de proximité. Et du coup, je pense que ça, c'est un enjeu important pour avancer réellement dans les faits et innover aussi dans les manières d'y répondre, dans les réponses à apporter qui peuvent être portées tant dans les modes de gouvernance que dans les modes organisationnels aussi au sein des structures ou dans l'accompagnement, la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes, partenaires, financeurs, usagers. Donc voilà, il y a encore du chemin, mais on n'est pas
on a quand même fait un gros travail pour que le sujet soit mis à l'ordre du jour, on va dire. Après, maintenant, faut qu'il avance. Merci beaucoup. En tout cas, c'est encourageant puisque la prise de conscience, c'est la première étape qui est absolument indispensable à tout le reste et à tout changement durable. Et on voit déjà que ça produit des effets, notamment à travers l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai pas d'autres mains qui se sont levées. Donc, je vais proposer à Mélanie et Elisa un petit dernier mot de la fin. Et puis, on conclura donc ce webinaire, sauf si vous pouvez encore lever la main et poser des questions ou intervenir, hein, tout simplement. Mais donc, en attendant, je vais laisser la parole à Mélanie et Elisa pour un petit dernier mot. Du coup, merci, merci à Pauline et à Nathalie de l'organisation de ce webinaire. C'est vrai que pour moi, ça avancera quand on lèvera tous les freins techniques, méthodologiques, qu'on se met en premier pour dire ah ben non, ça va être trop compliqué. Enfin voilà, hein, tout ce qu'on s'est un peu dit en intro. Donc pour conclure, ça me paraît pas mal de dire en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement c'est pas si difficile d'avancer. Ou en tout cas techniquement et méthodologiquement. Après, il y a une question plutôt philosophique qu'il faut amener. Donc voilà, mais la route est encore longue et il y a beaucoup de choses à faire. Donc merci ESS France en tout cas de nous donner ces espaces de travail, de réflexion partagée là-dessus. Peut-être qu'il y a une dynamique aussi qu'on devrait nous relancer peut-être plus sur les territoires autour de ça, pousser un peu nos membres. Enfin, je parlais d'exemplarité, bon ben voilà, ça y est, maintenant on l'est, enfin en partie, en tout cas, on ne l'est jamais complètement, mais comment l'étape d'après, c'est inciter les autres à faire, puisqu'il y a quand même des enjeux à pousser hein, quand même derrière, ça se fait pas, on a du mal à tendre vers, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, donc il faut, je pense, un peu pousser les choses par derrière, donc voilà, c'est aussi rappeler à ma gouvernance, en tout cas, que bon, maintenant qu'on a agi, comment on fait agir les autres. Merci beaucoup Mélanie. Et juste avant de passer la parole à Elisa, je vois dans le chat une remarque très intéressante d'Amandine, un constat plus qu'une question. Il semble que ce sont quand même particulièrement des femmes qui se préoccupent de cette thématique. Nous le constatons d'ailleurs dans les participants à ce webinaire. Ça peut aussi poser question, amener à réflexion. C'est tout à fait juste, comme souvent quand il s'agit d'égalité femmes-hommes, on a davantage de femmes qui se mobilisent pour apprendre et s'outiller et avancer davantage vers la question. Malheureusement, néanmoins, on va relayer ce webinaire, on va essayer de produire de l'outillage, en tout cas à minima de transmettre la note dont a parlé Mélanie et de transmettre ça le plus largement possible. Mais c'est sûr que bien souvent, si on veut avancer sur le sujet, il faut que les femmes portent fortement la chose. Merci en tout cas, Amandine, pour cette remarque. Elisa? Oui, peut-être pour un petit peu reprendre des éléments cités, et notamment cette question-là, parce que c'est un des soucis qu'on a eu très fortement aussi au sein de la commission du Conseil supérieur de l'ESS, d'avoir autant de femmes que d'hommes pour travailler sur ce sujet, ce qui n'a pas été simple non plus. Mais si on parle d'égalité femmes-hommes, c'est bien dans les deux sens hein, que cette égalité s'entend, autant pour amener des hommes sur certains métiers non mixtes, hein, fortement occupés par des femmes par exemple, ou certains aussi dans des structures de plus petite taille, avec moins de budget à gérer, etc., que d'amener des femmes aussi sur des postes à responsabilité ou des mandats dans les structures où elles ne sont pas, et créer vraiment de la parité, de la mixité, de l'échange pour un vrai fonctionnement démocratique. Et je pense que moi, je soulignerais ça, je pense que c'est un enjeu de gouvernance. La parité femmes-hommes, que ça oblige, mais tous les exemples que je peux avoir au fur et à mesure, en tout cas, de ces 8 ans passés au sein de cette commission sont toujours positifs au final, c'est-à-dire que ça oblige à se questionner sur les modes de gouvernance, mais finalement à
caler plus de choses sur les modes de fonctionnement, sur une gouvernance plus saine aussi, plus démocratique, et que c'est une manière, l'égalité femmes-hommes, de re-questionner tous ces modes de fonctionnement pour réinterroger peut-être après la place, comme c'était cité, des jeunes, réinterroger après aussi d'autres manières de partager le pouvoir. Donc c'est pour moi important de lier ce sujet à celui de la gouvernance et de montrer que c'est possible, puisque les structures peuvent mettre la gouvernance qu'elles souhaitent en place, dès lors évidemment qu'elle sera bien votée et validée s'il y a une modification des statuts ou des règlements de la structure. Donc voilà, je peux que prôner ce type de réflexion et évidemment, comme ça a été cité, l'exemplarité qui est aujourd'hui quand même beaucoup reprochée, pas que sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais à des structures d'économie sociale et solidaire. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a ces belles expériences à valoriser qui sont tout à fait possibles et qui montrent que l'économie sociale et solidaire peut être exemplaire, mais aussi innovante. Et donc, je pense que c'est tout à fait dans son ADN. C'est beau qu'on finisse sur la question de l'innovation, en tout cas. Et oui, merci Mélanie pour la remarque, tout à fait. Dans la Crèce Nouvelle-Aquitaine, c'est votre président qui a beaucoup porté le sujet aussi, ce qui démontre que ce ne sont pas systématiquement que des femmes qui s'intéressent à ce sujet. Et on a là une expérience réussie, celle de la Crèce Nouvelle-Aquitaine, où c'est aussi en l'occurrence un homme qui s'est mobilisé et fortement d'ailleurs sur le sujet. Alors, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire que j'espère vous avez trouvé enrichissant. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour continuer à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'ESS, et notamment Elisa a parlé de l'enjeu des violences sexistes et sexuelles qui bien évidemment sont un enjeu prégnant au sein de l'économie sociale et solidaire et un sujet sur lequel il est extrêmement important également de se mobiliser et qui peut-être fera l'objet de futurs échanges. Avant qu'on conclue, je vois que Muriel a levé la main. Muriel, est-ce que Nathalie, tu peux lui donner l'autorisation du micro? Voilà, normalement, Muriel, vous pouvez allumer votre micro. Alors, merci. Moi, je suis de Guadeloupe. Je suis de la Crèce des îles de Guadeloupe, donc administrateur de la Crèce, trésorier général. Nous avons depuis l'origine de la mise en place de notre chambre, nous avons décidé de vraiment faire en sorte qu'il y ait l'égalité des chances hommes-femmes. Et il y a quelqu'un parmi les membres du bureau, une personne, une vice-présidente, qui est responsable de la commission égalité égalité hommes-femmes et qui est en train de mettre en place une journée de sensibilisation sur cette problématique. Et je trouve que vous êtes très courageux d'avoir pris ce sujet à bras le corps et d'avoir débattu. J'ai écouté, j'ai malheureusement pas pu être là à la réunion précédente, mais j'ai entendu les résumés, les résultats de la réunion précédente, et je trouve ça formidable. Et surtout continuer. Et je pense même que finalement, dans chaque Crèce, il devrait y avoir un référent et que les référents se rencontrent régulièrement pour qu'il y ait des retours et surtout pour qu'il y ait des actions qui soient mises en place sur le territoire et qu'il y ait un véritable changement pour les générations futures et que nous soyons, nous en tout cas, là pour soutenir ce changement et activer et soutenir ce changement. Donc, merci infiniment pour ces débats, pour ce que vous avez, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit et pour cette rencontre qui, pour moi, est d'une grande importance. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Nous, chez nous, il est 10h10 et je pense que chez vous, il est plus tard. Voilà. Merci beaucoup Muriel pour cette intervention, merci beaucoup, et pour cette suggestion très intéressante qu'il y ait, donc je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans le réseau par ailleurs, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit référent de la question dans chaque Crèce
autour éventuellement d'un groupe de travail. Ça me paraît être une suggestion extrêmement pertinente. Donc sur ce, merci une fois de plus à toutes et à tous et j'espère que ce webinaire est le premier d'une future série éventuellement voilà, plus longue où nous pourrions traiter d'autres sujets tels que celui-ci. Donc merci infiniment à toutes et à tous. Et à présent, Nathalie, que je n'ai pas présentée, et j'en suis très désolée. Donc Nathalie Macaferti qui a organisé avec moi ce webinaire et qui est salariée notamment en charge du matrimoine à ESS France. Et donc merci beaucoup à elle. Et donc Nathalie va mettre fin au webinaire et à son enregistrement. Merci beaucoup.